Bon, allez, Salut. salut. Combien de petits secrets avez-vous? Beaucoup. L'inoffensif au plus inavouable. Ce que vous pensez vraiment de vos collègues derrière le professionnalisme de rigueur. De vos parents, de votre petit ami, voire votre époux. Avez-vous des fantasmes dont vous n'osez pas parler parce qu'immoraux, voire illégaux? Avez-vous déjà eu des idées noires? Avez-vous déjà commis des délits pour lesquels vous n'avez jamais été pris? Des choses qui parfois peuvent vous peser mais que vous gardez nécessairement pour vous, pour garder la face, pour sauver les apparences, cachées au plus profond du cercle intime de vos idées. Bien, maintenant, que se passerait-il si au beau milieu de la nuit, vous receviez un message d'un parfait inconnu prétendant connaître toutes ces choses? Ces pensées que vous gardez précieusement comme pour ça. vous, qu'il vous en exposait certaines pour confirmer son sérieux, et vous annoncez alors qu'à défaut de rapidement le payer plusieurs centaines d'euros, il divulguerait toute votre intimité en pâture à internet, accolée à vos coordonnées, nom, prénom, adresse, mail, sécurité sociale et téléphone. Céderiez-vous? Parce que ce que je suis en train de vous raconter, des dizaines de milliers de personnes l'ont réellement vécu. Une semaine de l'enfer d'octobre 2020 où un simple message posté sur un forum a fait paniquer toute une nation. Aujourd'hui, je vais vous raconter le déroulé de la traque de Ransom Man et des informations de Vastamo. Une affaire de cybercriminalité tristement connue comme la plus cruelle qu'Internet ait vu passer. Ransom Man va commettre le pire pour l'argent, alors que s'il avait passe la simplement eu un pub. compte chez Trade public de soutenir cette vie. Le hack. On a passé la pub, Il moi est je 2 passe heures mon du dessous, matin, je vois pas le pourquoi 21 je octobre la 2020 laisserai. à Hein. Helsinki, la capitale finlandaise, lorsque l'utilisateur 114 398 433 du site Ililauta, l'équivalent de 4chan en Finlande, une sorte de forum irrévérencieux où sous couvert d'anonymat tout ou presque est permis, quasi sans modération, poste le message suivant. Bonjour collègues finlandais. Nous avons hacké les cliniques psychothérapiques Vastamo et en avons extrait des dizaines de milliers de dossiers de patients, parmi lesquels figurent des informations particulièrement sensibles ainsi que de nombreux codes de sécurité sociale. Nous demandons un simple petit paiement de 40 bitcoins, à vrai dire, peu de choses pour une entreprise au chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Mais le PDG ayant arrêté de répondre à nos emails, nous allons donc petit à petit publier des dossiers de patients à un rythme d'une centaine par jour. Voici déjà quelques données à ce lien. Enjoy. 45 secondes passent avant qu'un internaute nocturne lui réponde. Va prendre une douche, dormir et travailler demain matin. Oh, et kill yourself. D'autres suivent bientôt le pas de cette première réponse, insultant à leur tour l'anonyme à l'origine du message. Tu aurais pu faire n'importe quoi de ta vie et t'as décidé d'hacker les données de Vastamo. Regarde à quel point ta vie est pathétique, à minima masque au moins les informations de contact. Les problèmes des autres ne m'intéressent pas, ces informations sont sensibles pour ceux qu'elles concernent. J'aurais la haine si mon nom sortait. Il semblait que, même pour ce forum habitué aux pires propos et aux plus bas instincts, cet utilisateur se prétendant hacker était allé trop loin. Suffisamment immoral en tout cas pour ne pas trouver soutien à son acte. Vastamo. Vastamo était une chaîne fondée en 2009 en Finlande. Une chaîne qui, en 2020, comptait 27 établissements répartis un peu partout dans le petit pays de 5,5 millions d'habitants et employait 300 personnes. Majoritairement des psychologues, des psychiatres et des psychothérapeutes. En France, lorsque vous décidez d'aller voir un psychologue, un thérapeute ou quelconque expert en santé mentale, en général, souvent, ces derniers sont indépendants. En Finlande, beaucoup d'entre eux travaillaient pour un groupe. Vastamo. Vous aviez des soucis dans votre vie et vouliez en parler sous couvert de secret médical à quelqu'un de compétent? Vastamo. L'entreprise permettait entre autres un suivi en ligne, une prise de rendez-vous simple et disposait même de services et conseils gratuits en faveur d'une meilleure hygiène mentale à ceux dans le besoin. Et c'était près d'un demi-million de Finlandais qui consultaient Vastamo chaque année. Et là, ce que cet utilisateur 114 398 433 venait de lâcher dans la nature, c'était les 100 premiers dossiers d'une liste d'un total de plusieurs dizaines de milliers de transcriptions complètes de discussions entre les patients et leurs thérapeutes sur tous leurs secrets les plus sombres, inavouables hors secret médical. Des ragots, secrets professionnels et familiaux, critiques d'autrui, adultère, addiction, trauma, fantasmes parmi les plus sombres, jusqu'au viol ou la pédophilie, confessions de délits et de crimes, leurs peurs et j'en passe. Toutes leurs pensées les plus intimes en pâture, le tout accolé à leur nom, adresse, mail, code de sécurité sociale et téléphone respectif. Il faut bien comprendre, la Finlande est un petit pays. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été chez Vastamo. L'impact allait être massif. 114 398 433, ouvrez le crâne, violez le cerveau comme certaines victimes le décriront plus tard, de dizaines de milliers de personnes. Et selon le hacker, ce n'était que le début.
Très rares sont les attaques qui ciblent des infrastructures médicales. La plus connue, ça reste WannaCry en 2017, un ransomware nord-coréen qui avait entre autres touché des hôpitaux anglais. Et encore, c'était par erreur. Souvent, éviter ces cibles, c'est aussi un choix pragmatique des hackers qui limitent le risque d'ôter des vies avec leurs actions et donc d'être encore plus traqués. Mais là, la cible était parfaite. C'est pour ça. La vilainie, le sadisme de délibérément viser Vastamo, une infrastructure médicale à première vue non vitale, était exceptionnellement malin et C'est cruel un seul mec dans qui a tout, l'histoire de qui la a tout fait, là cybercriminalité. Les insultes fusent et parmi elles, au milieu de la masse, un autre premier genre de commentaire apparaît. Mec, je crois qu'il y a mes infos là-dedans. Supprime ça, s'il te plaît. Le hacker se défend et publie un screenshot de la discussion qu'il a eue avec le PDG de Vastamo. Voici ce que pense le PDG de Vastamo des données de ses clients. Mais ça ne fait qu'alimenter la colère des autres utilisateurs. Et puis, au bout de quelques heures, le post et la discussion qui l'accompagnent sont tellement signalés en masse pour activité illégale qu'ils finissent par sauter. Le hacker tente alors un passage éclair sur Reddit, infructueux lui aussi, avant de ne finalement se rabattre sur le seul endroit où il se saurait tranquille, le Darknet. Tori Lauta, un site finlandais du Darknet connu pour être une plaque tournante de tout un tas d'activités illicites. Et revoilà notre utilisateur, mais cette fois-ci Bah ouais, avec un véritable pseudo, celui qui le suivra dorénavant pour de bon. Ransom Man. Sur Tori Lauta, les réactions sont tout aussi clivées. Certains s'amusent, d'autres l'insultent de nouveau. On arrive alors au crépuscule de cette première journée et plusieurs médias finlandais en font leur une du soir. La nuit vient et 23 heures après son premier post, réglé comme une horloge, le 22 octobre à 1h du matin, de nouveau, il met sa menace à exécution et recrache son nouveau dossier. Des dossiers d'ailleurs qui n'étaient pas choisis au hasard parmi sa pile de plusieurs milliers de victimes. Non, il prenait soin d'afficher les plus hardcore, ceux dont les confessions étaient les plus graves, parmi lesquelles certaines concernaient des enfants. Et là, l'affaire prend un tournant international. La BBC, CNN, The Guardian, Associated Press, Wired, le Financial Times et d'autres médias internationaux rejoignent la danse. Avec ce second leak, Ransom Man joint un fichier TXT destiné au PDG de Vastamo, dans le but de renforcer la pression pour obtenir sa rançon. Il demandait 40 bitcoins, ce qui à l'époque faisait aux alentours des 450 000 €. Sur Twitter, des victimes invectivent le hacker, certaines menacent de mettre fin à leur jour si leur dossier psychiatrique venait à sortir. Ransom Man ignore tout, à l'exception d'un type qui lui demande s'il a dans ses fichiers des célébrités ou des officiels. Il ne répondra qu'avec un screen de 6 dossiers aux emails d'officiers de la police finlandaise, accolés d'un simple. C'est une dinguerie en vrai, hein. Oui, Puis c'est ça, vient Romain. la troisième Oui, nuit, d'accord. celle qui verra Ransom Man commettre une grave erreur. Le 23 octobre, vers 2h du matin, il envoie son nouveau dossier. Et visiblement fatigué et agacé du silence de Vastamo, il lâche au passage l'adresse personnelle du PDG, Ville Tapio. Sauf qu'il va merder. Pour condenser les 300 fichiers qu'il a déjà publiés et faciliter leur téléchargement à tous ceux qui le désirent, Ransom Man va les compiler dans un fichier appelé vastamo.tar. Un pointar, c'est un fichier compressé, comme un point rar ou un point zip. Il est 3h du matin quand il y donne accès. Sauf que quelque chose cloche. Là où tous les autres fichiers publiés depuis le début par Ransom Man ne pesaient que quelques kilobits de données à chaque fois, ce vastamo.tar pèse lui 10.9 gigabits. Et pour cause, sûrement par fatigue, ou allez savoir, juste avant d'aller prendre quelques heures de sommeil, Ransom Man venait de poster non seulement l'intégralité des dossiers psychiatriques de Vastamo d'un seul coup, mais aussi tous les autres fichiers que contenait son ordinateur. Il ne s'en rendra compte qu'à son réveil, à 7h30, soit 4 heures plus tard, et retirera immédiatement le lien de téléchargement. Trop tard, hein. D'abord, le silence. Sûrement le temps de s'auto-flageller autant que possible de son erreur, avant de ne finir par essayer de rebondir en postant comme si de rien n'était sur un ton désinvolte. Whoopsie, profitez du gros tard. Une chose jouera en sa faveur, la lenteur du Darknet.
Le truc, c'est que même si le fichier était resté en ligne plusieurs heures, personne, même dans ceux s'étant jetés dessus dans les premières minutes après sa publication, n'avait pu le télécharger en entier. Sur le Darknet, en passant par des logiciels comme Tor, les téléchargements sont volontairement très lents. Pour masquer votre identité, votre localisation, votre connexion passe par tout un tas de serveurs, de routeurs différents, ce qui a un sérieux impact sur la vitesse du réseau. Et ce détail, spécifiquement, allait sauver, pour le moment du moins, Ransom Man. Au mieux, Ouais, certains disaient réussir à en avoir téléchargé les 2 premiers gigas de données. Aussitôt, la police se mettra à collecter le maximum de bouts de data que les internautes, ces équipes cyber et des sociétés spécialisées qui suivaient l'affaire avaient réussi à récupérer. Il ne fallait pas perdre une seconde. Et après quelques heures à rassembler les morceaux du puzzle, le constat était sans appel. Les 500 premiers mégabits de données du fichier TAR étaient l'intégralité des dossiers de Vastamo, soit un total de 33 000 dossiers patients, dorénavant tous dans la nature. En voulant regrouper ces 300 précédents leaks publiés sous un seul fichier, Ransom Man avait accidentellement publié toute la base de données. Il avait, par erreur, tué son otage. Et puis, dans les autres données que les experts avaient réussi à récupérer, une adresse IP, celle d'un serveur, hébergé par une société d'hébergement web d'Helsinki, à seulement 30 minutes du commissariat central. Un serveur loué par Ransom Man qui, selon les informations de la police à ce moment-là, contiendrait une capacité de stockage de plusieurs téraoctets de données. Données que Ransom Man devait d'ores et déjà sûrement être en train de supprimer le plus rapidement possible pour couvrir ses traces. Chaque minute qui passait, c'était donc potentiellement des gigas de précieuses informations pour les enquêteurs qui disparaissaient. Immédiatement, une voiture de police met la sirène et accélère dans les rues de la capitale en direction du data center. Pendant que Marco Lepponen, le commissaire en charge de l'affaire, au téléphone avec l'entreprise d'hébergement, les invective d'envoyer un ingénieur courir entre les tours serveurs, trouver le rack incriminé au milieu de toutes ces machines aux diodes clignotantes, du vacarme des milliers de ventilateurs et de le débrancher manu militari aussi vite que possible. À 11h45, le serveur était débranché du réseau. Enfin, Ransom Man ne pouvait plus y avoir accès. Quelques minutes après, la voiture de police arrivait, réceptionnait l'ordinateur et le ramenait au poste pour l'examiner. Un policier branche alors la machine, rallume le serveur, pensant toucher au but, lorsque là... Nouvelle surprise! Ransom Man avait laissé un logiciel sur l'ordinateur qui prévoyait que si le serveur était déconnecté précipitamment, toutes Je viens les de m'enlever données du qu'il serve, contenait putain. seraient immédiatement cryptées. Malin. Et effectivement, ça ralentirait de quelques heures les forces de l'ordre. Mais pas beaucoup plus, puisque par chance, les 2 gigabits récupérés plus tôt du pointard contenaient la clé de décryptage. Vas-y, du je me serveur. bute, La frère. police, et surtout Marco Lepponen, le directeur des investigations, étaient soulagés. Ils avaient la main sécurisée sur une mine d'or qui leur permettrait de démasquer le criminel. Une satisfaction qui n'allait pas durer longtemps, parce qu'à peine Marco Lepponen reprenait-il son souffle alors que ses équipes commençaient le travail d'analyse, que son téléphone se mit à sonner. Une victime au bout du fil l'implorait de l'aider. Aussitôt avait-il raccroché qu'une nouvelle personne essayait de le joindre, puis une autre, et encore une autre. Bientôt, son téléphone portable deviendrait inutilisable. Son numéro avait fuité en ligne comme celui à contacter pour trouver des réponses, pour être aidé. Dans les jours qui suivraient, plus de 200 personnes tenteront de l'appeler, le forçant à contre-cœur à changer de numéro. Tout ça nous emmène doucement au 24 au soir. La police a passé ces dernières heures à commencer à décortiquer ce serveur pour essayer de trouver l'identité du hacker qui pourrait à ce moment-là être n'importe où. Alors que le soleil se couche sur la Finlande, une nouvelle surprise fait son apparition. Une surprise qui ferait encore grimper l'horreur d'un échelon. Ransom Man était frustré. Il n'avait, pour le moment, pas réussi à faire un seul euro avec son hack. Alors, si Vastamo ne J'avoue, payait là, pas, il... peut-être que les victimes individuellement chacune seraient plus enclins à le dédommager. Cher, comme vous le savez sûrement déjà via les informations, nous avons hacké les archives médicales de Vastamo. Nous vous contactons car vous avez utilisé les services psychiatriques et thérapeutiques de Vastamo. Mais comme le management de cette entreprise refuse d'assumer les responsabilités de ses propres erreurs, nous devons malheureusement vous demander personnellement de payer pour préserver la sécurité de vos données. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour envoyer des bitcoins à notre adresse. Si nous recevons l'équivalent de 200 € de bitcoin dans les prochaines 24 heures, vos données seront définitivement supprimées de nos serveurs. Si vous ne payez pas sous 24 heures, nous vous laisserons 48 heures supplémentaires pour régler 500 € de bitcoin. Si nous ne recevons toujours pas d'argent après ce délai, vos informations seront disponibles. That's so cool! Comprenant votre nom,
votre adresse, votre téléphone, votre numéro de sécurité sociale et votre dossier médical complet, incluant l'intégralité des transcriptions de vos discussions avec votre thérapeute ou psychiatre à Vastamo. Avec le mail venait un lien tutoriel détaillé sur comment se procurer et envoyer des bitcoins via Bitiraha, un célèbre exchange finlandais. Sur les 33 000 dossiers que Ransomman avait en sa possession, 27 966 avaient un email associé, et c'est autant de personnes qu'il tenterait de faire chanter. Un membre du Parlement finlandais, Kirsi Piha, se déclare alors parmi les victimes. D'ailleurs, le 25 au matin, la ministre de l'Intérieur de l'époque, Maria Osialo, réunissait son cabinet en urgence. Le président Sauli Niinisto lui-même s'exprimera sur l'affaire, la qualifiant de répugnante et cruelle. Quant à la première ministre Sanna Marin, pour les prochaines 48 heures, elle organisera une table ronde nocturne avec la police et les experts cyber pour trouver la bonne réponse à apporter à la crise. Le message des autorités était clair: ne payez pas. Un centre d'appel fut mis en place, mais bien rapidement saturé. Évidemment. Pour chacune des victimes, un portefeuille de crypto-monnaies différent avait été configuré par Ransomman, ce qui rendrait particulièrement difficile pour les autorités d'estimer le nombre de personnes qui céderaient. Et pour lui, plus simple d'identifier les bons payeurs. Si ne serait-ce que la moitié des victimes craquaient, les bénéfices de Ransomman s'élèveraient à plus de 2 millions d'euros. À ce moment-là, en pleine urgence et pour limiter la casse, le gouvernement finlandais prit une décision très controversée. Ils exigèrent de la plateforme d'exchange utilisée par Ransomman qu'elle bloque les paiements pendant plusieurs jours. Or, pour les fans de crypto, l'essence même de cette technologie étant la non-interférence d'aucune institution dans leur monnaie numérique, ça passait mal. Ça allait à l'encontre même du fondement des crypto-monnaies. Mais la plateforme pliera. Et pendant plusieurs jours, quiconque essayait de virer 200 ou 500 euros en bitcoin se voyait refuser le paiement et redirigé vers les équipes compétentes. Et puis, enfin, Ransomman s'était fait saboter par plus sadique que lui. Certains utilisateurs du Darknet qui avaient d'ores et déjà téléchargé ces données de Vastamo avaient créé un site sur l'internet classique pour en faciliter l'accès au plus grand nombre. Sur ce site, référencé sur Google, vous pouviez, via une simple recherche par nom, accéder aux fichiers leakés des patients. La démarche est horrible. Mais du coup, le bluff de Ransomman qui consistait à faire croire aux victimes qu'elles pourraient encore faire marche arrière si elles le payaient était dorénavant d'autant moins crédible. La population finlandaise, elle, s'est mobilisée en soutien sur les réseaux. Les hashtags NIA et hashtag NU, qu'on pourrait traduire par « je ne lis pas et je ne partage pas », sont massivement relayés. Et alors, au final, un expert en cybercriminalité qui a tenté d'estimer, via un appel à témoins relayé sur les réseaux et à la télévision nationale, combien de personnes auraient malgré tout cédé, a déduit que seulement une vingtaine de personnes auraient craqué. Le nombre est sûrement légèrement sous-estimé, mais on reste quand même loin de la montagne suffisamment de fric pour qu'espérait pouvoir sûrement quitter se le faire pays, Ransomman. Il n'aurait réussi à extorquer qu'entre 4 et 6 000 euros. Ouais, voilà. Enfin, certains n'ont juste pas tenu la pression. Oula. Ouais, j'ai pas aimé la phrase. Une Oula. avocate, représentant plusieurs milliers de victimes, confiera que plusieurs de ses clients ont préféré mettre fin à leur jour, plutôt que d'affronter la divulgation de leurs secrets. Au moins 2 personnes concernées par la fuite de données se sont donné la mort dans les jours qui suivirent. Vastamo elle-même ne s'en relèvera jamais. L'impact sur la réputation de l'entreprise, dont le cœur de business était la confiance même, était atomisé. Rares, très rares sont les sociétés à s'effondrer après un hack. Mais Vastamo sera l'une d'entre elles. Le 26 octobre 2020, le PDG, Ville Tapio, est poussé vers la sortie. Il sera poursuivi et condamné à 3 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir anonymisé et crypté les données de ses clients. Enfin, en février 2021, Vastamo est déclaré en faillite. Et à la fin de la même année, l'Union européenne achève et inflige une amende de 608 000 euros à l'entreprise pour échec de protection de ses données clients. Une sanction qui peut paraître grosse mais qui est relativement en réalité très faible compte tenu du fait que Vastamo était déjà criblé de dettes et en train d'être dépecé. Ransomman n'avait pas seulement blessé les victimes qu'il extorquait, il avait aussi au passage détruit un service essentiel qui faisait la différence pour des milliers de personnes. Le mal était fait, rien ne pourrait faire revenir ces gens ou effacer d'internet les secrets de milliers d'autres personnes. Dorénavant, la seule chose à faire était de retrouver l'homme ou la femme à l'origine de ce carnage. Durant ces quelques jours de chaos, un nom était beaucoup cité parmi les initiés. Un nom qui finira par être confirmé à mesure que les experts cyber de la police décryptaient ce serveur récupéré dans le data center d'Helsinki. En train de se battre, les précipitation, Kassas. le hacker n'avait pas été assez méticuleux. Et après quelques mois tout au plus d'analyse et de récupération de données, Ransomman n'était que le dernier pseudonyme d'un jeune Finlandais déjà connu sous plusieurs autres alias depuis des années. Zikil
Ryan C, The Unstoppable Hacker God, et maintenant Ransom Man, mais dont le vrai nom était Alexandre Terry, Tomin Poika, Julius Kivimaki. Eh bah putain, il en a des Julius prénoms. Kivimaki était né à Espoo, en Finlande, le 22 août 1997, au milieu d'une fratrie de 3, avec un frère et une sœur. Romain, du coup, c'est pas toi, t'es un Très menteur, tôt, t'es pas blanc. il investit l'ordinateur familial et passe beaucoup de son temps sur les jeux vidéo. Avec plus de 100. Non seulement t'es pas blanc, et t'es encore moins finlandais. Et c'est là qu'il commencera son chemin. Il apprend quelques langages de code, crée des cheats sur Minecraft alors qu'il n'a que 10 ans pour se faire les dents, rejoint des communautés de cheaters et progresse jusqu'à ce que ne vienne 2011 et le carnage de Lulzsec. Si vous voulez savoir en détail de quoi il s'agit, j'ai déjà sorti une vidéo sur la chaîne qui raconte l'histoire de ce groupe de hackers légendaires qui ont mis internet à feu et à sang pendant près de 2 mois. Lulzsec a été un tournant. Leurs hacks hors normes ont marqué le jeune Julius qui, l'année suivante, en 2012, alors qu'il n'a que 14 ans, inspiré, rejoindra lui aussi un groupe de hackers nommé Hack the Planet ou HTP. Ensemble, ils hackeront quelques trucs comme le système d'email du MIT. Mais surtout, c'est avec eux qu'il se fera ses premiers bitcoins en hackant le site ImageShack. 10 bitcoins. 120 $ à l'époque, en échange de révéler au PDG comment lui et ses potes avaient forcé la serrure du site. Très vite, Kivimaki, qui se fait alors connaître sous 2 pseudos, Zikil et Ryan Cleary, en référence au véritable nom d'un des membres de Lulzsec, va devenir très doué et surtout particulièrement instable. Lorsque quelqu'un se met en travers de sa route, Kivimaki est impitoyable. Il y a cette histoire avec un gars, un certain Blair Starter, avec qui il avait eu une embrouille. Kivimaki ira faire livrer de la nourriture tous les jours au domicile de Starter et de ses parents pendant des semaines avant de ne passer sur des matériaux de construction de BTP en masse livrés sur leur palier. Il volera l'identité de sa victime pour le faire souscrire à tout un tas de trucs qui auraient pu le mettre dans les problèmes. Le fera squatter pendant des années de manière aléatoire. Fera sauter son contrat internet de nombreuses fois parce que, pourquoi pas, hackera le compte Twitter de Tesla et d'Elon Musk avec plus de 2 millions d'abonnés pour y poster de la merde à propos de sa victime ainsi que son numéro de téléphone personnel. Il pénétrera le compte mail de la mère de sa proie pour menacer les 300 habitants du bled où lui et ses parents habitaient, ainsi que son LinkedIn pour insulter son employeur, la faisant irrémédiablement virer au passage. Voilà le genre de type qu'est Kivimaki. Un sans pitié absolu. Il sera repéré par les autorités pour la première fois en 2013, un jeune hacker l'ayant balancé pour sauver sa peau sur une autre affaire. La police finlandaise le perquisitionnera et trouvera dans son ordinateur des preuves de centaines de hacks, des codes de carte bleue par milliers et une vraie armurerie cyber. Mais mineur, il n'avait que 16 ans. Il ne prendra que 4 semaines derrière les barreaux. Une décision de justice qui le confortera dans le fait que le jeu en valait la chandelle. Le FBI aussi l'avait dans le radar, mais se sachant à l'abri, il trollera et usurpera l'identité de l'agent enquêtant sur lui pour faire de la merde sur internet en son nom. En 2014, il rejoint Lizard Squad, le groupe de hackers le plus en vogue cette année-là pour ensemble mettre à genoux Blizzard, Twitch, League of Legends et PlayStation. Un homme essaiera bien de l'arrêter. John Smedley, président de Sony Computer Entertainment de l'époque. Résultat, Kivimaki parviendra à faire atterrir un Boeing 737 en urgence escorté par 2 F-16 pour en faire arrêter Smedley, alors passager du vol dont il avait prétendu aux autorités aériennes qu'il avait une bombe sur lui, avant de ne poursuivre sur des mois d'harcèlement numérique du PDG, de swatting et j'en passe pour le briser lui et sa famille. La même année, il sera une des têtes pensantes du plus gros hack connu à ce jour de PlayStation et Xbox, coupant les réseaux en ligne. Mais vraiment, le mec, il a serré, 150 millions d'utilisateurs pendant plus de 24 heures le soir de Noël, coûtant des sommes colossales aux 2 entreprises. La justice putain, ça me dit un truc, ça, une seconde fois en 2015 pour certaines Xbox, coupant les réseaux tête pensante du plus gros hack connu à ce jour de PlayStation et Xbox, coupant les réseaux en ligne des 2 géants du jeu vidéo à leurs plus de 150 millions d'utilisateurs pendant plus de 24 heures le soir de Noël, coûtant des sommes colossales aux 2 entreprises. Je crois que ouais, justement, c'était Noël, j'étais en mode ah bah super. Ah bah bon, je fais quoi moi? Parce que j'ai fêté Noël, mais maintenant j'ai Uncharted 3, je fais quoi? Hein? Je crois que c'était un truc comme ça. Je sais plus quelle année c'était. Je sais pas, il a dit l'année ou pas? Le rattrapera bien une seconde fois en 2015 pour certaines de ses activités. Attends, oui, il y avait l'année. La justice le rattrapera bien une seconde fois en 2015 pour certaines de ses activités avec Hack the Planet. Mais alors, âgé de 17 ans, il ne sera condamné que 2 ans de prison avec sursis et 6 588 € d'amende. Ouais, oui, je sais ce que vous allez me dire. Autant dire
Rien. Puisque déjà, selon des amis à lui de l'époque, ses comptes crypto comptaient des centaines et des centaines de bitcoins, valant déjà en 2015 quelques dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, des millions. Il sera quelques autres fois rattrapé par la police, mais sans jamais de réelles conséquences qui auraient pu sérieusement l'inquiéter. Kivi Maki, c'est le stéréotype sous stéroïde du profil de ces nombreux gamins dont on a déjà parlé dans plein de vidéos sur la chaîne. Ces gosses forgés dans la culture des adolescents hackers des années 2010, se sachant quasi intouchables, où la cruauté n'est qu'un moyen pour se faire une place et un nom, où le troll est roi. Le paroxysme de cet ego trip arrivera le jour de ses 18 ans, lorsque Kivi Maki se renommera sur Twitter The Unstoppable Hacker God. La prochaine fois qu'il changerait de pseudo serait 4 ans plus tard, lorsqu'apparaîtrait Ransom Man. Ok, l'avoir identifié c'était une chose. Maintenant, il allait falloir l'arrêter. Et là, tout allait se compliquer. Kivi Maki allait encore être tranquille pour quelques temps, parce que pour poursuivre et encore plus pour faire condamner quelqu'un pour des activités cyber, il fallait un dossier judiciaire très solide. Alors, pas moins de 2 années vont s'écouler. 2 ans durant lesquels les autorités finlandaises vont rassembler le plus d'éléments possible, consolider leur dossier contre le jeune homme au maximum. Et oui, pendant ce temps-là, lui, il pouvait faire sa vie. Et puis enfin, le 27 octobre 2022, maintenant certain de sa culpabilité et d'avoir suffisamment pour le jeter en prison, la police finlandaise émet une notice rouge auprès d'Interpol pour localiser le jeune homme alors âgé de 23 ans. Ouais, il est Maki grand ce bâtard, il n'avait fait pas 1m92. pour localiser Ah, approximative. Ah, quand même, 1m92, putain, faut y aller, hein. le jeune homme alors âgé de 23 ans. Mais Kivi Maki n'avait pas sagement attendu. Il ne restait plus rien de lui dans l'état scandinave. C'est un géant. Personne ne semblait savoir où il était parti. Aujourd'hui. Centrale d'appel des forces de police d'Île-de-France, tard dans la nuit du 3 février 2023. Un agent de police décroche. À l'autre bout Ça du va. fil, une Bah, jeune femme un peu quand paniquée même, hein. s'exprime. Elle s'inquiète pour sa meilleure amie, elles sont sorties avec leur groupe de copains sur la capitale, mais alors que tous étaient bien alcoolisés, sa copine s'est engueulée assez fort avec son petit copain. Elle le connaît pas très bien, mais ça l'a inquiété. Ils sont rentrés chez eux, en banlieue, à Courbevoie, et depuis, son amie ne donne plus signe de vie par SMS. Alors, elle aimerait que la police aille s'assurer qu'il ne lui est pas arrivé malheur. Elle conclut en donnant l'adresse. 3e étage, 1, promenade Saint-Nicolas. Vers 7h du matin, la police se présente à la porte du domicile. Il frappe. Une fois, pas de réponse. Une seconde fois, toujours rien. Une 3e fois, elle aussi vaine. Et alors qu'il s'apprête à enfoncer la porte, la serrure se déverrouille et il se retrouve face à une jeune femme, visiblement en gueule de bois, assez agacée. Les policiers lui expliquent pourquoi ils sont là. Elle les rassure, tout va bien. Mais les hommes en uniforme demandent, pour s'assurer que tout est réellement en ordre, à parler à son petit ami. Il dort, mais elle accepte et va le réveiller. Lorsqu'on lui demande ses papiers, le jeune homme à peine réveillé tend au policier un passeport roumain. La photo colle, il s'appelle Hassan Ahmed. Et là, les policiers s'interrogent. Ils ont devant eux un homme pâle au possible, blond, de plus d'1m90, aux yeux verts, qui dit être roumain et s'appelait Hassan Ahmed. Pendant que l'un fait la conversation, son collègue part appeler la centrale pour vérifier la validité du passeport. Et la réponse ne se fait pas attendre. Hassan Ahmed est une identité volée. J'avoue. La police arrête sur le champ le blondinet. Ils viennent alors, après 3 ans dans la nature, de mettre la main sur le hacker le plus recherché d'Europe, Voilà. Julius Kivi Maki. Les Français, comme d'hab. Chez lui les seront rois. retrouvés 2 autres faux passeports, ainsi que 4 faux permis de Pas du conduire, tout. dont un anglais et un américain. La France l'extrade très vite vers la Finlande, où il sera incarcéré en attente d'être jugé. 21 000 victimes se portent partie civile. Et en janvier 2024 s'ouvre le procès, qui sera, et de loin, celui avec le plus de victimes d'un coup qu'ait jamais connu l'État du Nord. On apprendra que depuis le hack de Vastamo, Kivi Maki ne s'était pas privé. Soirée à Saint-Tropez, voiture de luxe, hôtel hors de prix, clairement il n'avait pas manqué. D'où venait l'argent? Ça, c'est une autre affaire. Kivi Maki niera en bloc toute implication dans le hack de Vastamo. Durant le procès, il semble un peu En fait, ce qui le fait rire, je pense, c'est que le mec est friqué au possible avec sa crypto, et tu vois, pour retirer ses comptes. C'est impossible parce qu'il peut transférer sur des comptes tiers et tout, nanana. Il sait qu'il sera tout le temps friqué, ce gars-là. Et Il même s'en bat les assez couilles. provocateur. Il garde son air désinvolte en permanence. Bat les couilles, Sa le gars. défense, c'est pas lui. Il aurait En plus, pas après un hacké coup d'état Vastamo comme dans la ça, mesure où il n'avait pas besoin de cet argent. Et qu'en plus, si Il ça en avait a été rien lui, à foutre. il aurait même sûrement demandé davantage aux victimes. Quant à sa vie cachée sous les radars à Paris, il craignait d'être un coupable facile pour les autorités finlandaises et préférait s'en protéger. Et alors, il y a un événement durant ce procès
qu'il faut que je vous raconte tellement il est lunaire. L'avocat de Kivimaki demandera à ce qu'il soit en liberté conditionnelle le temps du procès. Ce que le juge, étonnamment, acceptera. Kivimaki sera donc libéré. Mais plusieurs avocats de victimes s'offusqueront, expliquant qu'au vu de sa fortune, il était tout à fait capable de prendre un avion et de redisparaître pour de bon. Alors, après seulement quelques jours, sa liberté conditionnelle sera annulée et Kivimaki se verra ordonné de revenir au poste. Or, lui décidera qu'il était plus sympa de ne répondre à personne et, évidemment, de redisparaître dans la nature. Non mais... Quoi ? La police ? Les victimes ? Enfin, tout le monde était dégoûté contre la décision stupide du juge. Kivimaki enverra seulement un message. Je n'ai pas disparu, je ne me suis pas enfui et je serai bien présent dans une semaine à la prochaine séance du procès. Bon, au final, la police mettra la main sur lui avant ça, puisqu'il postera sur Kililauta une photo d'une bouteille de champagne dans un Airbnb. Airbnb que la police réussira à localiser grâce aux éléments visibles autour de la bouteille d'alcool. Enfin, je voulais vous raconter ça parce que faut quand même que vous captiez le niveau d'aise du gars. Le verdict tombera finalement pour de bon le 20 avril 2024 à 14h. Julius Kivimaki, alors âgé de 26 ans, est reconnu coupable de vol de données aggravées, 9600 intrusions de vie privée aggravées, plus de 21 300 extorsions aggravées et 20 chantages aggravés pour les personnes ayant payé. Il risquait un total de 7 années derrière les barreaux. Il écopera de 6 ans et 3 mois. Peine réduite de moitié grâce à un mécanisme du système finlandais qui dit que si vous n'avez pas fait de prison au cours des 5 dernières années, votre temps derrière les barreaux est divisé par 2. Il ne sera donc réellement que 3 ans et 45 jours environ en prison. Le verdict a naturellement déplu à beaucoup de monde, mais c'est ainsi que fonctionne la justice finlandaise. Il est, au moment où vous visionnez probablement cette vidéo, dans une cellule de la prison de Vantaa, au nord d'Helsinki, mais il ne restera plus bien longtemps encore enfermé entre ces murs. Et d'ici peu, le hacker le plus connu de sa génération pourra de nouveau mettre les mains sur un clavier et une souris. Et alors là, Dieu seul sait quel pourrait être le... Bah non, du coup, en 2027, il y est depuis mi-2024. Ils ont dit 3 ans et demi, donc c'est 2027. prochain coup de Kivimaki. Les frères, mais c'est... Attends, mais... La vidéo est incroyable, hein. L'histoire aussi, le montage, tout est pixel. Mais l'histoire... Mais quoi? Le juge qui dit... Oh, vas-y, va te pavaner et reviens dans une semaine. Hein, 2024. Oh là là, mince, il pourra pas jouer à GTA 6 au moment où ça va sortir. Flûte alors. Mais quoi? Mais attends, mais les Finlandais, c'est des zinzins. Ah bah non, vu que t'as pas fait de prison, on divise par 2. Imagine le mec, il a tué 50 000 personnes. Allez, j'ai une connerie, 20 personnes. Il prend 50 ans, mais ou bah du coup, vu que t'as pas fait de prison, on divise par 2, 25, allez. C'est quoi cette merde? Ouais, c'est quoi cette justice de con? Encore, allez, t'as pas fait de prison pendant les 5 dernières années, on t'enlève 1 an ou 2. Oh! Allez, à la limite. Mais divisé par 2, mes frères, on n'est pas au marché là, c'est pas les soldes, hein, c'est pas les Amazon Prime Day, je sais pas quoi là. Tout à moins 50%, même la tôle. Mais vous êtes des fous les Finlandais, mais ils coffraient ce gars-là pendant au moins 15 ans. Il a ruiné la vie de milliers de personnes. Enfin, ruinée, elle était déjà ruinée vu qu'ils allaient voir, vu qu'ils avaient besoin d'aide. Donc, et même, il y a des gens, ils se sont suicidés et tout. Enfin, c'est chaud, hein. Sa vie, j'irai pas jusqu'à sa vie parce que bon, non, techniquement, il a tué personne. Il a pas fait de mal directement aux gens. Ce qu'il a fait, c'est juste, techniquement, hein, il a rendu public des données. Voilà. Mais c'était pas les bonnes données. Et puis c'est surtout qu'en plus, Yavasta, du coup, ou je sais pas quoi là. Quoi, c'est Yavasta? Non. Vastamo. Vastamo, c'est des débiles. On va tout garder. Alors toi, t'as ça. Ok. Ok, on va te faire une petite fiche. Une petite note, voilà. Hop, hop, hop. Ah bah mince, on s'est fait hacker. Ah bah sans déconner, les mecs. Ah mais c'est fou, hein. C'est des malades. Mais ouais, non, lui, il a pas tué, du coup. Du coup, il y a une conséquence par ce hack.
qui a fait que, bon bah... il y en a 2 qui sont... je crois que c'est 2 personnes. C'est déjà beaucoup, hein. 2 qui se sont donné la mort. Mais tu vois que c'est pas... On rigole pas avec ça, en fait. C'est un truc de fou, hein. Ouais, tu vois, je t'avais dit... Ah oui, elle est bien. Mais j'aime bien les vidéos de Simon. Hein. Il y en a juste quelques-unes, des fois, qui sont un peu longues et où le sujet m'intéresse pas. Mais celle-là, elle m'intéressait, elle était cool. Et en plus, elle durait pas longtemps, ça m'a permis de manger tranquille. Du coup, on va regarder toutes les vidéos de Simon depuis 2017. Allez.